Croire au monde, c'est ce qui nous manque le plus. Nous avons tout à fait perdu le monde, on nous en a dépossédé. Cette citation du philosophe français Gilles Deleuze, elle synthétise selon moi très bien le carrefour de crise dans lequel nous avons enfermé les millennials. En effet, à l'image de Greta Thunberg, la jeunesse d'aujourd'hui est prise en étau entre, d'une part, le déni des derniers climato-sceptiques et, d'autre part, le cri d'alarme des collapsologues qui ne nous annoncent rien de moins que le possible effondrement de notre civilisation, incapable de se réinventer rapidement face au dérèglement climatique. En plus de la crise environnementale majeure, il paraît que la France est devenue moche. Échangeurs, zones commerciales, lotissements, ronds-points, les nouveaux quartiers de nos villes semblent avoir perdu toute poésie, tout supplément d'âme. Dès lors, posons-nous la question collectivement. Sommes-nous en train de vivre une nouvelle pandémie, non plus celle de la Covid-19, mais bien celle du manque de créativité de nos imaginaires collectifs pour tout simplement réinsuffler de la beauté dans nos cadres de vie. Cet urbanisme fou, nous l'avons reçu en héritage de la part du mouvement moderniste qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, a impacté presque partout en Europe son concept de ville fonctionnelle. Une ville basée sur le zonage économique et capitaliste de quartiers monofonctionnels, monoculturels, dédiés au tout à l'automobile. Résultat, nos villes sont devenues hyper énergivores. Elles consomment plus des 2/3 des ressources de la planète. Et le milieu de la construction, dont je fais partie en tant qu'architecte, émet plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Imperméable, pollué et stressant, est-ce que notre urbanisme est devenu néfaste, non seulement pour le bien-être de notre planète, mais également pour notre santé physique et mentale? Bien au-delà de ce constat éco-anxiogène, je vous l'accorde, il ne me reste que 17 minutes pour vous faire pétiller les neurones et pour injecter des affects positifs dans votre imaginaire afin que nous dessinions ensemble la ville désirable de demain. Je veux vous inviter au réenchantement en vous proposant de changer votre regard sur cette mère nature géniale qui n'émet aucune pollution, ne produit aucun déchet et mise toujours sur la coopération entre les espèces. Tiens, et si le biomimétisme n'était-il pas tout simplement le mode d'emploi de cette fameuse révolution écologique que l'on cherche tant à inventer, mais dont les solutions sont en fait là, sous nos yeux, pour qui sait observer, décrypter et s'inspirer de l'ingéniosité de la nature. Architecte belge basé à Paris depuis 20 ans, c'est à grands coups de crayon, avec mes dessins, que je tente de relever les défis lancés par le GIEC. À Rio de Janeiro, je dessine des villes flottantes, inspirées des méduses, imprimées en 3D à partir des déchets plastiques provenant du 7e continent, afin de venir abriter les 1,2 milliard de réfugiés climatiques qui vont apparaître d'ici 2050 selon Oxfam. À Mossoul, inspiré par les termitières géantes du désert, je dessine 5 ponts agricoles au-dessus du Tigre. Et ces ponts, je les construis à partir des débris de cette ville anéantie par la guerre, en mettant en œuvre la règle du triple R. Réduire, réutiliser, recycler. Enfin, à Bruxelles, inspiré par les passiflores, je dessine pour la Commission européenne le Pollinator Park, le laboratoire de l'agriculture du futur, dédié à la permaculture et à l'agroforesterie, en vue de venir préserver les pollinisateurs qui assurent tout le cycle de reproduction de notre alimentation. À l'automne 2023, notre très cher ministre de la Culture
a annoncé partout dans la presse que les architectes étaient à l'avant-garde des besoins de notre société. En parlant d'avant-garde, le but de ces projets biomimétiques, à l'image du Paris 2050 que nous avons développé pour la mairie de Paris et les services de l'écologie urbaine, c'est tout simplement de vous sensibiliser à un mouvement encore émergent pour lequel je milite avec conviction pour construire des villes écologiques, résilientes et inclusives. Ce mouvement porte le nom de Solar Punk. Solar, car il prône une vision résolument optimiste de l'avenir, à la conjonction des énergies renouvelables et de l'économie circulaire dite régénérative. Punk, parce qu'il se revendique comme un véritable manifeste de vie, en symbiose avec la nature, véritable contre-pied à l'univers sombre et dystopique du cyberpunk, véhiculé dans la plupart des films de notre adolescence, tels que Blade Runner, Matrix ou encore Star Wars. Cette juste symbiose du couple humanité-nature, vous la retrouvez dans les fabuleux dessins de mon confrère et compatriote Luc Skeuten, qui est l'inventeur des cités végétales. De Nausicaa au château dans le ciel, pensez également aux œuvres vectrices de revendications environnementales, du maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki du studio Ghibli, qui a toujours dressé une critique acerbe de la déforestation et de notre industrialisation folle. Le mouvement solarpunk ne veut pas protéger l'environnement. Le mouvement solarpunk veut inventer un monde où l'environnement n'a plus besoin d'être protégé. En réponse à la reconstruction à l'identique de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le mouvement solarpunk nous pousse à faire un pas de côté, à sortir du cercle rouge, à sortir de notre zone de confort, pour lutter contre le conformisme intellectuel et contre les forces réactionnaires qui nous enferment dans des comportements toujours obsolètes. Chaque flot du temps superpose son alluvion. Chaque race dépose sa couche sur le monument. Chaque individu apporte sa pierre. Ainsi font les abeilles, ainsi font les castors, ainsi font les hommes. Eh bien, ce sont les mots de Victor Hugo, écrits en 1831 dans son roman Notre-Dame de Paris, qui nous ont inspiré ce projet intitulé Palingénésis, qui signifie naissance à nouveau. D'un seul geste, à la croisée du transept, s'élève vers le ciel une flèche qui, grâce à ses cellules solaires, produit toute l'énergie dont la cathédrale a besoin, tout en venant baigner son cœur de lumière naturelle. Sous cette fabuleuse charpente cristalline, construite en bois massif entrecroisé, vous y retrouvez une forêt gothique, contemporaine, mais désormais vivante, qui propose à des bénévoles et à des associations caritatives de venir y cultiver, grâce à la permaculture, des fruits et des légumes biologiques avec et pour les plus démunis. Ici, c'est bien plus que la cathédrale qui est réinventée. C'est notre altérité et notre spiritualité. Rentrons maintenant dans le cœur de l'architecture solarpunk, avec deux projets que j'ai construits. Le premier à Taïwan et le second à Dubaï. Pour l'anecdote, nous sommes en 2010. J'étais alors âgé de 33 ans et un investisseur taïwanais m'a invité à concourir à un concours d'architecture face à deux stars internationales pour construire une tour résidentielle de 42 000 m² à Taipei, capitale de Taïwan. Il m'a prévenu « Vincent, tu es mon outsider, tu es presque sûr de perdre, mais surprends-moi avec tes idées disruptives. » Dans ma chambre de bonne parisienne, j'ai alors dressé 1001 dessins pour faire en sorte de lui proposer la construction d'une tour la plus écologique qui soit, mais en même temps lui proposer un projet d'architecture qui, sur le plan économique, soit hyper performant. J'avais constaté dans le règlement d'urbanisme qu'il était stipulé que tous les balcons à ciel ouvert, c'est-à-dire les balcons non recouverts par une dalle en béton, ne rentraient pas dans les 42 000 m² constructibles. J'ai alors pris les 21 étages de ma tour et je les ai fait vriller à 90 degrés pour libérer plus de 8 000 m² de balcons à ciel ouvert. Le deal était gagnant.
Mon client pouvait construire plus de mètres carrés que prévu, et par conséquent, je pouvais lui demander d'intégrer une végétalisation intensive et les énergies renouvelables de pointe. Désigné lauréat, j'étais alors le jeune architecte le plus heureux du monde. En tout cas, jusqu'au lendemain matin, où j'ai commencé à me raidir, comme vous le voyez ici au pied de ma maquette, quand le client m'a annoncé que je devrais construire cette tour sur l'une des plus grandes failles sismiques du monde au lendemain du tremblement de terre de Fukushima. Aïe, 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 les problèmes ont commencé. J'ai compris que le chemin serait très long, mais palpitant. 10 ans plus tard, en 2020, âgé de 43 ans, j'ai livré cette tour écologique construite avec un minimum de béton au cœur de la ville de Taipei. C'est une architecture... Merci. C'est une architecture solarpunk, car elle est traversée par une cheminée à vent qui permet par géothermie de venir ventiler l'ensemble des appartements sans utiliser un seul kilowattheure, présentant ainsi une économie de plus de 70% sur la facture énergétique du projet. C'est une architecture solarpunk, car elle intègre de grandes canopées solaires, photovoltaïques et thermiques, ainsi qu'une ferme d'éoliennes axiales qui produisent toute l'énergie dont les résidents ont besoin. C'est une architecture solarpunk, car elle rapatrie plus de 23 000 plantes, arbustes et arbres, captant jusqu'à 135 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. Et cette forêt verticale, carbo-absorbante, elle est irriguée au goutte à goutte, simplement en venant recycler les eaux grises qui proviennent de la douche que vous prenez tous les matins. C'est une architecture solarpunk, car elle prône une agilité d'usage, avec des appartements flexibles qui suivent l'évolution de la cellule familiale et qui permettent un habitat intergénérationnel pour tout simplement mieux vivre ensemble. Enfin, c'est une architecture solarpunk, car elle est bien évidemment antisismique. Elle plie mais ne rompt pas, tel un roseau. Elle est construite avec un minimum de béton et elle est posée sur un skateboard géant, avec un système de roulement à billes qui lui permet d'encaisser les ondes de choc des tremblements de terre. Cette tour, elle a reçu les 2 plus grandes certifications environnementales mondiales. Premièrement, la certification LEED Platinum aux États-Unis. Et enfin, la certification de diamant décernée par l'Alliance internationale des bâtiments bas carbone. Alors, je ne vous dis pas cela pour frimer, je ne vous dis pas cela pour rouler des mécaniques, mais simplement pour vous expliquer comment un prototype d'architecture écologique, après 10 ans de recherche et de développement, peut devenir une nouvelle norme de construction démocratisable et donc accessible à chacun d'entre vous. Passons maintenant à Dubaï, où vous découvrez le projet qui s'intitule l'Arche verte. Ce projet est le pavillon national belge construit pour l'exposition universelle de Dubaï qui a ouvert ses portes en 2021. Ce projet lutte contre l'obsolescence programmée en architecture. En effet, il est construit en kit, comme un mécano géant, pour pouvoir être démantelé, déplacé et reconstruit pour une toute autre exposition dans un tout autre pays. C'est un projet qui est une véritable mini-oasis au milieu du désert, qui met en évidence l'utilisation des matériaux biosourcés et l'intégration des énergies renouvelables. Mais c'est surtout ce qu'on appelle un Climate Responsive Design, c'est-à-dire une architecture sculptée par les données climatiques du lieu, comme ici en vert, l'axe des vents dominants, ou encore la course du soleil d'est en ouest, pour obtenir une architecture la plus sobre possible. On a ainsi enveloppé toute la programmation par un moucharabier géant, constitué de 5,5 km de persiennes en bois. Et ce moucharabier vient former une fabuleuse voûte à double courbure, inspirée de l'architecture orientale. Vers le cœur de cette voûte sont littéralement attirés les visiteurs pour bien sûr leur faire déguster un maximum de bière, de frites et de chocolat, belgitude oblige. Mais à l'intérieur, vous découvrez une exposition qui présente comment la capitale de l'Europe
va réussir sa mue écologique d'ici les 30 prochaines années. Et tout cela grâce au médium universel qu'est la bande dessinée. Car, comme nous le savons tous, et c'est le thème d'aujourd'hui, un beau dessin remplace toujours un long discours. Tout projet exemplaire à l'étranger doit, selon moi, devenir la norme en France. Chez nous, ma définition de l'architecture solarpunk se veut plus sensible, car 90% du foncier existe déjà. Il s'agit donc de prendre soin de notre patrimoine historique. Ici, vous découvrez notre projet pour la métamorphose des anciens termes nationaux d'Aix-les-Bains. Pour l'anecdote, ce projet a été présenté lors du concours international au vote des habitants par le maire de la ville. Via ce processus de démocratie participative, ce sont 63% des habitants d'Aix-les-Bains qui ont choisi de construire ce projet vertueux. Et le maire, se voulant tout aussi vertueux que le projet, s'est engagé à respecter le choix de ses habitants et à le construire. Via ce processus inédit de consultation publique, ce que je veux vous expliquer, c'est que finalement, la ville de demain est dès aujourd'hui entre vos mains. Le concept urbain, ici, était très simple et efficace. Nous avons simplement proposé de transformer la toiture de cet édifice, classé monument historique depuis plus de 2 siècles, en une nouvelle place publique, un véritable belvédère faisant le lien entre la ville haute et la ville basse. Ensuite, cette place, nous l'avons cadrée par 2 forêts verticales, venant accueillir plus de 250 logements, dont 25% de logements sociaux. Mais ici, c'est bien 100% des logements qui bénéficient de fabuleux balcons paysagers, comestibles, qui offrent des vues extraordinaires vers le grand paysage savoyard. C'est une architecture solarpunk, car elle protège notre patrimoine, mais elle lutte contre l'étalement urbain à l'horizontale, et donc contre l'artificialisation des sols. Car, ne l'oubliez jamais, en sortant de cette salle, plus une ville est dense, moins elle est énergivore. À 135 km de là, à Lausanne, juste derrière l'école polytechnique fédérale, nous développons un écoquartier qui s'appelle Les Serres. Ici, nous proposons tout d'abord d'établir un nouveau parc public, offert en partage aux bâtiments existants, construits en béton et en acier durant les années 60. Ensuite, nous proposons un écoquartier, construit cette fois uniquement en matériaux biosourcés, c'est-à-dire en bois massif et en fibres végétales provenant des déchets non comestibles de l'agriculture locale cultivée dans le canton de Vaud. Ici, nous inventons la ville sans voiture de demain, c'est-à-dire une ville qui met en œuvre le concept de la ville du quart d'heure, qui fait en sorte que toutes les aménités qui rythment votre journée, votre boulot, votre salle de sport, l'école ou la crèche pour les enfants, se situent à moins de 15 minutes à pied ou à vélo. Vous le comprenez, les architectes aujourd'hui rentrent en résilience. Ils tentent de gagner en sobriété. Ils tentent de toujours faire mieux avec moins, de construire moins de biens matériels en construisant plus de liens humains. Pour finir, vous savez ce qu'il y a de réellement punk dans tous ces projets? Eh bien, c'est qu'ils ont réussi à exister en tant qu'avant-garde, optimiste, bien au-delà des coupes budgétaires, bien au-delà des plannings, secoués par les crises économiques et sanitaires, et surtout bien au-delà des statu quo et des égos. C'est pourquoi je vous ai présenté ces 6 projets, qui chacun, en termes d'innovation sociétale, va plus loin que le précédent en préfigurant la ville désirable de demain. Et si nous prenions ces 6 piliers pour imaginer un instant à quoi pourrait ressembler la ville de Bordeaux en 2030 ? Eh bien, spécialement pour cette conférence TEDx Bordeaux, nous avons imaginé pour vous un Ponte Vecchio du futur, comme à Florence, un pont habité entre les 2 rives de la Garonne, qui propose de construire un continuum urbain fonctionnel entre le Bordeaux d'hier et le Bordeaux de demain, vous proposant de faire du partage de l'espace public une expérience heureuse et créative. L'architecture aujourd'hui est devenue un véritable sport de combat.
On l'a dit, elle doit lutter contre les crises, mais surtout contre notre propre inertie au changement. Alors, aujourd'hui, dans cette salle, quelle que soit votre profession, sachez que vous avez toujours le choix entre le business as usual et la possibilité de vous lever tous les matins pour vivre des histoires humaines extraordinaires et tenter, chacun à votre échelle, de réparer notre planète et notre climat, en tentant bien sûr de rendre la France toujours plus belle. En conclusion, je vous invite à méditer une citation légèrement surréaliste d'Albert Einstein qui parlait si bien de notre absolue nécessité de changer de paradigme. Ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a permis l'invention de la lampe électrique. Alors, vive le mouvement Solarpunk et faites de ce mouvement votre révolution. Merci.